Bonjour à tous, bonsoir, merci beaucoup d'être venus sur le live du Stream Santé. Aujourd'hui, donc, nous accueillons Frédéric Bartels, qui est un praticien du système de l'intelligence émotionnelle, qui est un concept de psychologie qui a été développé dans les années 90. Je pense qu'il va présenter les choses un peu mieux que moi. Et donc voilà, j'invite Frédéric à bien vouloir se présenter en quelques mots maintenant, s'il te plaît. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil, Gianni, ça fait beaucoup plaisir. Je m'appelle Frédéric Bartels, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur depuis l'été passé, suite à un apprentissage employé de commerce, employé de bureau, je pense qu'on dirait en France ou ailleurs. Mhm. Et avant ça, j'ai fait mes études, donc j'ai fait des études, mon bac. Donc, en effet, j'ai zigzagué, j'ai eu la peine à trouver à tomber en fait sur ce concept d'intelligence émotionnelle qui était plus quelque chose qui m'intéressait à terme de développement personnel en fait. Mais ça m'a tellement parlé sur le moment que je me suis décidé de partir là-dedans parce que je pourrais aider des gens. Comment est-ce que tu es tombé sur l'intelligence émotionnelle? Alors au début que je voulais me mettre à mon compte, je comptais partir dans la photo et vidéographie. Donc complètement autre. Puis je m'étais rendu compte que j'avais des blocages et que c'était surtout un manque de motivation et puis de raison de pourquoi je voulais faire ça. J'avais pas vraiment ma raison ou mon pourquoi ou ma mission, comme on le dit. Et puis j'ai été chercher un peu des formations à droite à gauche sur Udemy aussi et je suis tombé sur une formation sur l'intelligence émotionnelle. Mhm. Et je l'ai prise parce que déjà, elle coûtait pas grand-chose. Il y avait un certificat à la clé. Et puis je me suis dit, ouais, bah, pourquoi pas le faire? Puis en effet, ça m'a énormément parlé. Et ça m'a aussi rafraîchi un petit peu les concepts de psychologie que j'avais vus pendant les études. Puis, Ah. ouais. Après, j'ai approfondi, quoi. J'ai approfondi les connaissances avec d'autres livres, etc. Mhm. Oui, on aura l'occasion de revenir là-dessus à la fin. Genre, j'ai prévu dans les questions Ouais. les ressources que tu conseilles. Euh, mais du coup, alors, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Alors, l'intelligence émotionnelle, on peut la voir comme un peu comme contrepartie, pas l'inverse, mais une contrepartie complémentaire du QI, du quotient intellectuel, qui est le côté très rationnel de l'homme. Et puis le quotient intellectuel, en fait, c'est comment on applique ce rationnel, cette pensée consciente sur nos émotions pour les adapter à notre train-train journalier et puis pouvoir travailler dessus, travailler sur nous-mêmes et notre intelligence émotionnelle. Et si je le dis de manière très, très, très concise, l'intelligence émotionnelle, c'est se connaître, c'est gérer soi et créer des connexions avec les autres. Ok. Au final, l'intelligence émotionnelle, alors, c'est un peu dans la continuité logique de la psychologie, la psychanalyse classique. Si, un peu, ouais, en continuité, c'est, c'est délicat de dire parce que la psychanalyse, au début de la psychologie, c'est le précurseur de quasi tous les courants psychologiques d'aujourd'hui. L'intelligence émotionnelle, elle s'est développée suite à ça. Donc, oui, c'est lié, mais il y a beaucoup de différents aussi. Notamment, la psychanalyse sous-entend que ce qui se passe pendant l'enfance, c'est fixé, c'est gravé dans la roche, Mhm. alors que dans l'intelligence émotionnelle, on maintient que on peut toujours continuer à apprendre, à se développer, à changer même son caractère ou son tempérament, qu'on a l'impression qui sont très fixes. Ok. C'est ça. Et alors, il y avait une question qui m'était restée quand j'avais lu un petit peu sur le sujet, parce que j'étais tombé sur le mot quotient émotionnel. Oui. Et je me demandais, mais est-ce que c'est vraiment possible de quantifier un quotient, je veux dire, un quotient émotionnel comment? Alors, oui, il y a des méthodes de mesure, mais qui restent légèrement subjectives selon qui. Il y a notamment, je crois que la technique la plus complète et la plus complexe, c'était la Q technique, qui se basait sur une série d'une centaine de cartes avec différentes affirmations qu'il fallait classer en thérapie, en l'occurrence, dans différentes sections. Ça me correspond moyennement, ça me correspond pas et ça me correspond pas du tout. Bref, ce genre de trucs, comme on le voit sur les questionnaires en ligne.
Puis en fait, au fur et à mesure de la thérapie, on leur fait à plusieurs reprises. Et puis en fait, l'évolution de comment après on classe ces cartes mesure en fait combien le quotient émotionnel s'est développé. Mais la notion, il n'y a pas vraiment d'échelle comme pour le QI, enfin le quotient intellectuel, effectivement, pour mesurer le quotient émotionnel. Parce qu'on est tous différents et je pense surtout au niveau émotionnel, cette différence, elle est encore plus flagrante qu'avec le quotient intellectuel. Ouais, c'est plus une question. Ouais, c'est ça, parce que le quotient intellectuel, au final, c'est vraiment une question de machine, quoi. C'est le processeur, Ouais. c'est la capacité à processer de l'information. Il y a une partie mémoire de travail, etc., qui entre dans le quotient intellectuel. Et là, dans le quotient émotionnel, au final, les émotions, c'est un peu difficile de savoir ce que c'est pratiquement, quoi. Ben, c'est comment on applique notre quotient intellectuel sur nos émotions. Ah oui, Donc, il y a quand même une relation entre les deux, quoi. ouais, bien sûr, c'est un travail entre deux. Enfin, c'est une synergie, si on veut, entre les deux. L'idée, en fait, c'est surtout de progresser, de se remettre en question et d'avancer, et pas juste enfin, il y a beaucoup de monde qui se disent, ouais, je ressens une émotion pour raison XY, mais sans forcément les remettre en question ou vraiment s'en rendre compte de l'impact qu'ils ont ou que ces émotions ont sur leur vie et les pensées qui viennent avec. Alors que qu'avec l'application de la pensée rationnelle dessus, on peut la remettre en question et du coup, ben, éliminer, par exemple, une émotion qui ne nous sert à rien dans notre vie de tous les jours. Et du coup, ben, développer notre quotient émotionnel, quoi, par le biais de remise en question et de prise de conscience, en l'occurrence. Ouais, c'est vraiment tailler le noyau naturel d'émotions qui nous vient, quoi. Le bagage qu'on génère, je veux dire, pas inconsciemment, mais de façon incontrôlée, en fait. C'est un petit peu amener l'intellect, ouais, c'est un peu amener l'intellect sur le fonctionnement de notre cerveau primal, Mhm. de notre cerveau résultat de notre évolution, et puis en l'occurrence aussi de notre instinct animal. Ok. Ouais, ça va vachement loin, au final. Donc, il considère vraiment il y a une interaction, ouais, entre le monde extérieur qui génère des choses incontrôlées dans notre psyché à nous, et alors on va utiliser, ouais, la force de travail pour gérer ça, quoi, pour le démêler et l'utiliser au mieux dans notre vie, quoi. D'accord. Exactement, ouais. Peut-être, pour clarifier un peu pour l'auditeur, tu pourrais donner un exemple d'une personne qui gérerait une situation avec un haut quotient émotionnel et une personne qui gérerait avec un bas coefficient émotionnel. Pardon. Alors, dans un des livres, il prenait l'exemple d'un chauffeur de bus, Mhm. qui était une histoire vraie, d'un chauffeur de bus qui, pendant canicule, etc., conduisait les gens. Et puis, du coup, ben, déjà, s'il fait chaud, on est de mauvaise humeur, on est fatigué, on transpire, etc. Mais le chauffeur de bus, il faisait son travail, il était là, il savait que de toute manière, il devait le faire, donc autant le faire avec la bonne humeur. Et puis, c'était plus dans le contexte de la bonne humeur est contagieuse. Et puis, bon, le seul fait d'accepter une situation, pas forcément des plus agréables, canicule, il faut travailler, on est enfermé dans un bus, mais ce chauffeur de bus gardait la bonne humeur parce qu'il savait que de toute manière, il devait être là, donc autant faire une bonne expérience. Et puis, il saluait tous les passagers avec un sourire, avec une phrase, en leur souhaitant bonne journée, etc. Côté très chaleureux, qui redonnait aussi la bonne humeur aux gens. Alors que ces gens qui rentraient, pas forcément qu'ils avaient un quotient intellectuel inférieur, c'est juste que sur le moment, ils s'apitoyaient sur leur sort, ils remettaient pas en question leur mauvaise humeur, parce que de toute façon, ils y pouvaient rien à la chaleur, etc. Donc, sur le moment, les passagers avaient plus un comportement à bas quotient émotionnel et le chauffeur de bus à haut quotient émotionnel. D'accord. Parce qu'il a réussi à faire d'une situation désagréable, on aurait plutôt tendance à se plaindre, quelque chose d'agréable autant pour lui que pour d'autres personnes. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment une question de bien-être au final. Ouais,
énormément. Plus que vraiment. Bah, au final, c'est vrai que quelque part, le bien-être est intrinsèquement lié aussi à la productivité. Parce que enfin, quelque part, moi, je ne peux pas m'empêcher de voir la notion de productivité qui est énoncée, parce que tu parles de travail, le fait que le chauffeur de bus fasse bien son travail. Et au final, c'est vrai que s'il avait eu, comme tu dis, un quotient émotionnel peut-être moins élevé, qu'il se serait énervé, il aurait pu provoquer des problèmes ou des conflits au sein de son bus, quoi. Pas forcément, il aurait, ouais, aussi dans l'autre extrême, mais il aurait juste pu être là, se dire, oh, si je me permets l'expression, il fait chier, il fait chaud, je suis obligé de bosser, et puis de faire à chaque client, et puis voilà, il aurait fait son travail, personne ne lui en aurait voulu, mais il aurait finalement sa journée, elle aurait été moins agréable, quoi, aussi. Et également pour les passagers, quoi. Ok. Donc même si son travail dans les faits était le même, c'est plus le côté secondaire, en fait, d'agréable dans le travail qu'il faisait, et puis en l'occurrence aussi pour les clients. Et donc, c'est comme ça que tu conçois ta relation avec ton patient, axée sur le bien-être, ou comment tu vois ça? Alors, ben, en général, la relation avec le patient est très, au début, c'est très axé sur une discussion. C'est assez agréable, en fait, pour pouvoir comprendre les problèmes, les blocages de mon client. Et vu qu'en général, mes clients sont les entrepreneurs, ça tourne très souvent autour de la productivité, de blocages qui sont soit liés au travail ou alors des choses de la vie privée qui influent sur le travail et en l'occurrence la productivité. Donc le bien-être est plus secondaire, Uhum. c'est plus un moyen pour arriver finalement à une fin. Mais en effet, c'est une notion qui est présente, mais on ne vise pas de manière primaire le bien-être. Mais donc, attends, parce que là, tu me dis, en fait, ce sont des entrepreneurs, tes clients principalement. Oui, Et, je m'adresse aux entrepreneurs. Ouais. mais donc, du coup, ils viennent auprès de toi avec un objectif concret, alors. Souvent, on définit des objectifs lors du premier ou du deuxième appel. Ouais. En Quoi, l'occurrence, des blocages spécifiques ou un manque de motivation ou un manque de confiance. Et puis après, on voit en fait à partir de quel moment, enfin, à partir de quel niveau on commence à travailler. Si on commence directement à travailler sur un blocage ou s'il y a d'abord beaucoup d'introspection et puis par exemple, de redéfinir les valeurs qu'on a, etc. C'est très individuel finalement aux différentes personnes. tu avais quelques conseils à donner donc maintenant à nos auditeurs pour qu'ils puissent augmenter leur quotient émotionnel? Alors, étant donné que la plus grande partie du développement de son intelligence émotionnelle, c'est la prise de conscience, c'est se rendre compte ce qu'on pense, ce qu'on ressent et pourquoi. Un des premiers trucs en fait qu'on recommande, c'est soit des méthodes de méditation, enfin de détente, de relaxation, dans le but de réfléchir clairement, comme la méditation en pleine conscience ou le journaling notamment, qui est très prisé. Et pour en fait justement s'autoriser à penser, à réfléchir, à remettre en question et se rendre compte de ce qui se passe là-dedans et pas juste l'accepter ou le refouler consciemment ou inconsciemment. Mhm. Ok. Donc le journaling, j'imagine, c'est juste tu consignes quoi en fait? Tu consignes tes émotions ou c'est vraiment tu te écris ce qui te vient? Qu'est-ce que tu veux dire par journaling? Alors souvent, en fait, oui, on peut commencer par les émotions, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte de tout le système qui entoure l'émotion, de remonter jusqu'au déclencheur, par exemple, de voir quelles pensées sont liées à une émotion donnée, et du coup d'analyser vraiment toute une situation qui est liée à une émotion. Donc il faut d'abord, bien sûr, il faut d'abord se rendre compte de l'émotion, l'identifier, etc. Mais c'est souvent en fait tout le système après qui rentre en compte pour le travail qu'on veut faire sur soi-même. Ok. Ok, donc tu conseilles la méditation et le journaling. C'est vraiment intéressant. C'est marrant parce que ça se rapproche, je trouve, assez fort, tu sais, du bouddhisme. Là, pour le moment, Mhm. je suis sur une série de vidéos où j'explique un peu les pensées de Bouddha et c'est vraiment ce qu'il conseille de faire, c'est de faire une introspection profonde Ouais. et de comprendre les tenants et les aboutissants
de ce qui nous amène, lui, il appelle à la souffrance. Mais bon, voilà, que toi, tu vas plutôt appeler les obstacles ou les blocages, ou ouais, de manière générale, ce qui t'empêche d'avancer dans ta gestion des émotions. Ou... Ouais. On peut l'appeler souffrance, oui. Le but, c'est de diminuer les souffrances, de diminuer les souffrances, les blocages, etc. C'est les concepts qui se rejoignent assez facilement, ouais. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour te contacter, toi, je vois que tu m'as transmis, tu as un site internet où on Ouais. peut te contacter par email, c'est ça? On peut, ou directement réserver un petit appel avec moi pour question ou autre, ou en effet m'écrire un mail, c'est presque le plus simple. Mhm. Et comment ça fonctionne généralement? Donc, c'est ça, il y a une première entrevue où tu définis des objectifs avec la personne. Comment est-ce que tu fonctionnes si une personne souhaite te contacter? Alors, ben, en effet, d'habitude, au début, c'est un premier appel, surtout bah, apprendre à se connaître, voir dans quelle situation, dans quelle situation mon client ou prospect il est. Et puis après, ben, définir les objectifs, soit ça vient assez rapidement parce que le client il sait déjà, ou alors justement, comme je l'ai déjà dit avant, il y a d'abord une phase d'introspection, définition des valeurs, et puis aussi ben, identifier les vrais problèmes qu'on a, quoi. Pas forcément juste ce qui est superficiel. Donc ouais, ça peut se passer enfin, définir les objectifs, ça, c'est selon comment premier, parfois deuxième appel, je pense. Ouais. C'est vrai que là, tu as quand même un sacré avantage, je veux dire, à ce niveau-là. Tu sais, enfin, moi, tu sais, je suis kinésithérapeute dans la vie. Et je trouve ça vraiment bien, cette approche quelque part entrepreneuriale autonome. Parce que les gens viennent à toi avec un besoin, tu vois. Mhm. Ils sont déjà dans une recherche de quelque chose quand toi tu arrives. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fabuleux parce que des fois, avec des patients, tu sais, j'arrive sur une situation de travail et le patient ne veut pas bouger, il n'est pas à la recherche Ouais. nécessairement d'un aller mieux, d'un meilleur bien-être, etc. Et ça peut vraiment compliquer la chose. Ça vraiment, c'est. Je sais pas trop où je vais avec cette remarque-là, mais ça m'a vraiment fait penser à ça parce que je trouve que c'est vraiment un gros avantage pour toi, en tout cas, c'est sain, quoi, de travailler dans ces conditions, quoi. Ouais. En fait, par rapport à ça, c'est beaucoup plus facile à travailler avec quelqu'un qui a un esprit, enfin, un mindset, on dirait, qui est de progression, qu'il veut aller au-delà de lui-même, qu'il veut se surmonter, aller plus loin, que quelqu'un qui est juste là, je veux faire 10 000, je veux générer un revenu de 10 000 € par mois d'ici 3 mois, alors qu'il a Ouais, encore rien. ouais, ouais, Alors, ouais, enfin, il y a pas de solution miracle nulle part, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans le développement personnel ou dans le coaching ou dans le sport ou dans la santé non plus. Il y a toujours un effort à faire, à fournir et puis une pratique, ben, quelque chose à pratiquer régulièrement pour effectivement avoir des résultats. c'est vrai que ce que tu dis là, c'est vraiment, je m'y retrouve complètement parce que tu sais, avant de commencer avec le stream santé, évidemment, j'ai fait pas mal d'entreprises avant Mhm. qui ont eu plus ou moins de succès, souvent moins que plus, mais et, et du coup, je me disais, mince, mais au début, t'as des ambitions qui sont dingues. Et effectivement, tu te poses des questions du style, ouais, mais comment je vais atteindre 10 000 € par mois? Et maintenant, au final, mes interrogations, c'est, ah oui, mais comment est-ce que je vais mettre en page mon image ou comment, Ouais, je vais être vraiment très précis, très ouais, pragmatique. Et, ou alors, vraiment, comme tu disais, du domaine de la motivation, tu sais, des fois, il te tombe un truc, il n'y a pas longtemps, je me suis fait amocher la bagnole et j'étais, tu sais, ça te pèse et je me dis, mais j'ai encore pas mal de travail à faire cet après-midi. Comment je vais faire? Est-ce que je vais me taper 15-20 minutes de méditation? Ou est-ce qu'au contraire, je me divertis un petit peu en prenant le risque, tu sais, que après, une fois que tu es dans l'état diverti, je trouve que c'est un peu difficile de se remettre au travail, quoi. c'est, oui, en effet, ça rejoint beaucoup un peu un point que je trouve personnellement assez délicat, enfin, qui me chauffe pas mal les entrailles. Ah ouais? C'est tout le problème des réseaux sociaux,
des réseaux sociaux, de la distraction, enfin, de la société de consommation en général, qui nous incite énormément à se distraire, à s'amuser, finalement à gonfler notre corps de dopamine à un point où on en est littéralement addict, alors que ça nous éloigne énormément des objectifs qu'on a, de nos buts, etc. Parce qu'on a rarement je sais pas, le but de passer un après-midi à regarder des vidéos de chats et de chiens sur YouTube, quoi. Mhm. Donc Clairement. il y a un entre-deux après, entre se faire plaisir, à un niveau où on en a besoin, c'est clair, et puis après où c'est vraiment de la distraction, et je dis distraction avec une connotation négative, quoi. Ouais, distraction, vraiment, le terme étymologiquement, ça doit vouloir dire quelque chose comme ça, ouais, Ouais, changer de direction, quoi, ouais, s'éloigner au final. Et c'est vrai que des fois, ça peut être important, hein. Je veux dire, typiquement en fin de journée, tu sais, quand tu as passé 10 heures sur ton écran à paramétrer ton site internet ou quoi, t'as juste envie de dégager de là, ouais, parfaitement. et prendre sa copine sous le bras et on est parti faire un petit tour au bois du coin ou quoi, Ouais. mais on va recadrer un petit peu. Peut-être tu pourrais nous parler des différentes ressources que tu pourrais conseiller déjà à moi et puis à nos auditeurs aussi en matière d'intelligence émotionnelle. Alors, le livre le plus recommandé, le plus complet, probablement, et que tout le monde, enfin, si vous cherchez sur Amazon ou sur Google, vous tomberez de toute manière sur Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, qui Mhm. est un ouvrage assez salé, volumineux, mais très complet sur le sujet de l'intelligence émotionnelle. Un autre livre qui m'a beaucoup aidé et qui m'a beaucoup marqué parce qu'il était très proche enfin, il m'a beaucoup parlé, bref. C'était Feel the Fear and Do It Anyway de Susan Jeffers. Je crois que le titre en français c'est Trembler mais oser, Mhm. euh, qui est très axé sur les peurs, mais c'est un peu un reframe, enfin un changement de point de vue sur les blocages, les souffrances, etc., sur la peur. Donc, c'est similaire, c'est juste un changement de mode, mais ça, il m'a beaucoup parlé. Et après, un autre livre à chaque fois que je le réécoute ou que je le relis, qui me tilte, et puis il y a beaucoup de phrases qui me parlent, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck de Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre, Mhm. qui est aussi génial. Et il me semble notamment dans ses premiers, dans un des premiers chapitres du livre, il parle aussi des émotions, etc. Donc, c'est très intéressant. Tu connais From Human to God? Non. Enfin, le titre me semble très familier. Efkan Kurnaz, c'est un gars qui fait du bodybuilding sur YouTube. Ah, Et ouais, il a une expression comme ça. Il a inventé une idéologie un peu proche de Subtle Art of Not Giving a Fuck. ouais. Il dit, il pratique le balécouillisme. Euh, il s'en fout, quoi. Genre, ah, tu me Ouais, dis ça, ouais, je m'en fous. Moi, lui, il est là, son rêve, c'est de devenir un acteur aux États-Unis. ouais. Et il fait ça, quoi. Ok. Écoute, Frédéric, merci beaucoup pour ta contribution. Est-ce que tu aurais un mot, je veux dire, peut-être pour conclure, si tu ne vois pas de choses à ajouter? Alors, j'avais réfléchi à ça quand je réfléchissais sur un petit dernier mot à la fin, et finalement, j'en reviens au sujet qui m'énerve sur la dopamine, qu'on est entouré de films, d'images et de phrases inspirantes à longueur de journée. Mais c'est bien joli, hein, j'ai rien contre, mais s'il y a pas d'action derrière et le comportement qui va avec, ça sert à rien. Ok, nickel. Donc j'insiste un petit peu sur l'application et puis l'action finalement de ces beaux principes et pas juste d'en lire 50, quoi. Cool. Eh ben, écoute, Frédéric, je te remercie. Merci à toi, Gianni. Je recommande chaleureusement ton contact. D'ailleurs, je vais, vous inquiétez pas pour tous ceux qui ont suivi, je vais noter toutes les références, mail, site web et aussi les livres que tu as donnés pour qu'ils puissent les retrouver. Voilà, Merci. je ferai aussi un article où je consignerai tout ça sur mon site internet. Voilà, donc je te remercie, Fred, et je te souhaite Merci à toi. salut. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.